Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Oyez, oyez, braves sirènes, baleineaux et autres animaux à écailles humides qui traînaient dans les eaux obscures et polluées. Eh bien, bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, locale et révoltée, le chant des sirènes. Ce soir, l'heure est grave. Pendant que partout en France, nos amis occupent des lieux culturels et revendiquent la culture et les droits sociaux pour tous et toutes, nous parlerons ce soir d'éducation. Oui, nous nous posons là les questions suivantes. Comment élever et éduquer nos enfants dans une ambiance non sexiste, non genrée ? Quelles sont les pistes ? Comment prévenir des dégâts que peuvent causer les réseaux sociaux ? Alors, nous parlons d'ailleurs, il y a une conférence sur le sujet qui s'appelle Génération YouTube, qui est proposée par l'Université populaire et le Volcan du Havre. Et voilà, vu qu'on est là, on ne pourra pas y assister, donc on compte sur nos copines pour nous faire un petit débrief. Devant les micros, pour parler avec moi de tout ça ce soir, nous avons Caroline, notre sirène de compète. Coucou Caro. Oui, bonsoir. De quoi tu vas nous parler ce soir ? D'une petite actualité et puis d'éducation, de recommandations pour une éducation non genrée. Super. En tant que femme sans enfant que je suis. Mais c'est parfait. La mieux placée. Tout à fait, tu observes tous tes amis, parents, et voilà. Exactement. C'est très bien, tu es très bien placée pour en parler. Nous avons aussi avec nous Tiffaine, notre réalisatrice hors pair. Coucou Tiffaine. Bonsoir. Et toi Tiffaine, tu nous as préparé quoi ce soir ? Eh ben moi je deviens présentatrice du journal radiophonique ce soir. Présentatrice du journal radiophonique. Ok. Voilà. En gros, j'ai des news, quoi. Cool. Je pensais que tu nous avais fait un petit happening, un petit truc. Pas du tout. Foufou. J'ai 3 news, exactement. Ok. Très bien. Nous avons une future nouvelle sirène avec nous, Virginie. Oui, bonsoir. Bienvenue Virginie, on est très contente de t'accueillir ce soir. Merci. Tu peux intervenir quand tu veux dans l'émission, pas de souci. Et nous avons aussi Justine qui est professeure des écoles et qui va nous éclairer sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, moi ce soir je vais essayer de vous parler un peu de l'éducation non genrée à l'école, voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place dans les classes. Tout à fait. Et on va essayer de ne pas jurer aussi. Oui, ça nous arrive souvent dans l'émission, mais pas ce soir. Mais avant de passer aux choses sérieuses, on va s'écouter quelques news. Enfin, s'écouter. Excusez-moi. Et on commence avec Caro. Oui, c'était une piqûre de rappel, alors non pas de vaccin, mais d'une actualité. Wow. Excellent. Il y a quelques mois, dans une émission, je ne sais plus quel était le thème, on vous parlait dans les news de la révolte des Polonais et des Polonaises suite à l'annonce de durcissement de la loi pour l'avortement. En effet, alors en Pologne, la nouvelle loi qui a été amenée à être promulguée disait que les femmes ne pouvaient avorter désormais uniquement que en cas de viol, d'inceste ou de situation dangereuse pour la mère, alors que jusqu'alors, elles étaient autorisées à avorter, les femmes, aussi en raison de la malformation du fœtus. Donc bon, déjà, ça laissait pas beaucoup de possibilités, mais au moins, quand il y avait un problème au niveau du fœtus, elles pouvaient avorter légalement. Et ça représentait quand même 90% des avortements, la raison de malformation des fœtus. Alors certainement que parfois, c'était aussi peut-être un petit peu déguisé pour pouvoir réussir à se faire avorter, ouais. Mais toujours est-il que c'était quand même assez fort, et dans cette nouvelle loi, donc la possibilité de se faire avorter en raison de malformation du fœtus disparaît. Donc la Pologne est un pays extrêmement catholique, assez réfractaire. Et en fait, depuis octobre 2020, il y a un mouvement qui s'est lancé suite à ces annonces pour lutter contre cette nouvelle loi. Et le mouvement a énormément perduré. Donc moi j'ai continué à suivre un petit peu de loin ce qui se passait. Il y avait beaucoup de manifestations, un taux d'adhésion très très important de la population, 70% de la population est derrière le mouvement, alors que c'est quand même un pays avec des personnes quand même assez pratiquantes, catholiques. C'est clair. Mais quand même un pays qui a envie d'avancer. Et je vous en parle parce que Envoyé spécial, alors je ne regarde pas spécialement cette émission, mais Envoyé spécial a consacré un reportage au mouvement qui a été diffusé la semaine dernière, le 25 mars dernier. Très chouette reportage d'une vingtaine de minutes. Ils sont allés à la rencontre de Mola, une activiste de 19 ans victime de violences policières, de Natalia,
qui a dû avorter seule chez elle et aide aujourd'hui d'autres femmes à avoir accès aux pilules abortives. Ou encore de Grand-mère Cassia, une féministe de 65 ans qui défie aujourd'hui les forces de l'ordre. Donc voilà, un très chouette reportage qui donne un petit peu un coup de projecteur sur la lutte qui dure depuis le mois d'octobre. Donc depuis 6 mois non-stop, femmes comme hommes sont dans la rue et luttent pour réussir à essayer d'assouplir cette nouvelle loi. Donc bravo à ces femmes et à ces hommes. Et je vous invite à regarder le documentaire. Il est disponible sur France Info TV en ligne. Vous pouvez retrouver le documentaire. Il dure 20 minutes. Il est vraiment très très intéressant. Voilà. Merci Caro, on ira regarder tout ça. Tiffen, une petite news aussi ? Eh ben oui, moi je voulais commencer mes news avec une information concernant la radio. Alors pas celle que vous écoutez en ce moment, soit la meilleure radio locale qui soit, non mais une radio nationale extrêmement connue, l'AJL en fait, ou l'association des journalistes LGBTI+, s'est penchée sur la célèbre émission Les Grosses Têtes sur RTL. Et un mois d'écoute plus tard, la conclusion tombe, 100% des émissions des Grosses Têtes comportent des blagues sexistes et on est sur une moyenne d'un propos misogyne toutes les 11 minutes. Voilà, pour information, Les Grosses Têtes, c'est quand même l'une des émissions en radio les plus écoutées en France. Donc, c'est la banalisation de la misogynie à l'état pur. Ouais. Et je crois que Roselyne Bachelot faisait pas partie un petit peu des Grosses Têtes pendant un temps. À un moment Tout à donné, fait. ouais. Hein voilà. Bon, Roselyne, je pense que t'es pas très bien en ce moment, mais Non, on va pas l'accabler. on va pas. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause musicale. J'ai découvert une artiste qui s'appelle Pumpkin, qui est une rappeuse qui brise les codes, artiste de la scène hip-hop underground française. Pumpkin produit un rap anticonformiste aux aspirations 90s. Avec son binôme Vince D'Aquero, la rappeuse enchaîne les projets ambitieux. Excusez-moi, je tourne mes pages, ça s'entend. La plume dans une main et le micro dans l'autre, Pumpkin, parolière à l'écriture chirurgicale, observe son époque et gratte ses chroniques poétiques, oscillant entre rap, spoken word, le boom bap, l'électro, le jazz et la soul. Versatile et hybride, quand elle n'est pas plongée dans l'artistique, Pumpkin s'occupe de son label et participe à des ateliers d'écriture, des workshops en France et à l'étranger, poussée par l'envie de construire, transmettre, partager son expérience et insuffler l'empowerment aux plus jeunes. On écoute le morceau Méchante petite femme de Pumpkins et Vince D'Aquero. Yeah. J'arrondis les angles, arrondis les angles. Si j'approfondis, j'étrangle. Yeah. Dans les tréfonds du lit, je tremble, rongé par les non-dits. J'arrondis les angles, arrondis les angles. Je fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les anses qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, je veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante, petit drame. Un rien devient kilogramme. La benzodiazépine dépanne, attention de pas de m'y répare. Dans le silence, je me répare. Méchante petite femme, charmante petite dame, deviens méchante petite femme. Ici on ne marchande pas la cam, fais ton marche, on prend la carte. Donner de l'amour aux gens les rend meilleurs. Abandonne l'humour devant l'écran ailleurs. La bonhomie se meurt, à mon avis c'est mort. Les amis c'est l'heure, les larmes et la mort dégomment le love. L'économie nous leurre, oui la vie vaut de l'or. Chacun fait son beurre, frappe à la porte d'un bullshit job. Baisse les stores, v'là le shit store. Les blocs à Benidorm sont de sortie, squat toutes les plateformes. Après un plat de pâtes, c'est l'éclate sur mes plates-bandes. Une main sur le trackpad, l'autre main sur l'entrejambe. Don't read the comments, je sais mais c'est plus fort que moi. Quand dans mon flux les portes témoignent, je me porte mal. J'ai envie de vomir sa mère, je vais passer pour une nerd. La camomille m'assère, je vais me faire masser pour une heure. Genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les anses qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, je veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante, petit drame. Un rien devient kilogramme. La benzodiazépine dépanne, attention de pas de m'y répare. Dans le silence, je me répare. Méchante petite femme. Back off me, let my skin breathe. I don't wanna talk to you. It's in my nature. Know what I'm saying? I live with this torture. Back off me, let my skin breathe. I don't wanna talk to you. It's in my nature. Know what I'm saying? You could run, but you can't hide forever. Arbre magique, je te hais. Taxi, s'il te plaît, de l'air frais. Baisse la musique et les vides, je veux la paix. Faut pas lever la voix ou faudra voler mes lovés. Sur ma vie, je paye le titre, mais là je me tais. Le terre-terre est trop soupe au lait. Les gens trop pipelets. Désolé, c'est pas la peine. On fera pas la paire, je fais pas tout pour plaire. J'ai pas besoin d'un peine, j'ai
besoin d'un plaid. Je me répète des scénarios avec pistolet dans ma tête. Donc je fais du woman spreading sur instru. Et si je parle monstru, ils vont en faire un immense truc. J'ai le level expert dans le rap, jeu fragile. Le pire c'est que je fais exprès pour que les rageux s'agitent. Rap de Yankee, non rap de Yankee Doris. Anti-Boris avec une tête de gentil touriste. Moi ça me fait pas rire quand les gens se pourrissent. J'attends les secouristes en PLS dans les coulisses. Je fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par les ans qui manquent. J'ai le sentiment d'avoir de l'eau tiède à la place du sang. Consciente de ma chance, je veux m'enfermer dans la chambre. Quand je déchante petit drame, un rien devient kilogramme. La benzodiazépine dépanne, attention de pas de m'y répare. Dans le silence je me répare, méchante petite femme. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes. On écoutait Pumpkin and Vince D'Aquero avec le morceau Méchante petite femme. Très très belle artiste. Ouais. Merci Marie pour la découverte encore une fois. Quelle playlist de qualité. Je vous en prie. Plaisir d'offrir, je vais te recevoir. Écoutez. Merci. Et on continue avec quelques news. Le féminisme se bat contre Instagram et plus largement contre les réseaux sociaux. En janvier de cette année déjà, des femmes avaient posé cette question sur Twitter. Comment faire pour que les hommes cessent de violer ? Et la plateforme avait réagi d'une drôle de manière. Supprimer les comptes affiliés au post. Une censure franche pour certains et certaines. Une erreur d'algorithme pour le réseau social. Pointé du doigt, c'est la non-clarté des règles des différentes plateformes qui est remise en cause. Sur Instagram, des statistiques opposant les hommes et les femmes dans la vie de tous les jours, des posts avec des photos de fémènes, les sujets féministes, petits ou grands comptes se font fermer à tour de bras. Le contenu dégradant des femmes, lui, il reste. Si encore une fois on annonce une erreur d'algorithme sur Twitter, on retrouve aujourd'hui encore près de 187 000 posts contenant le hashtag féminisme is cancer, ou en français le féminisme est un cancer, 280 000 posts avec le hashtag féminazie et enfin 56 000 avec le hashtag fuck féminisme. Et là je pense pas besoin de traduction. Plusieurs militantes ont donc décidé d'envoyer l'affaire au devant de la justice. Elles sont représentées par maître Valentine Reberiou qui affirme que ce n'est pas la première fois qu'une telle procédure est lancée en France et que seule l'intervention du législateur pourra faire changer les choses. Ouais. Oui. Caro, vas-y. Non, mais ce que tout à l'heure, ça fait un lien direct. Tu parlais de la conférence qui a lieu, qui doit être terminée maintenant, qui était organisée par le Volcan, une conférence en ligne qui était sur Génération YouTube. J'ai écouté un petit peu avant de venir à l'émission parce que le sujet m'intéressait fortement et notamment une des intervenantes, qui s'appelle Carolina Gonzalez, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle la Carologie ou je sais pas quoi. Et justement, en fait, elle expliquait que elle a basé quand même beaucoup de ses interventions, de ses vidéos, de ses réseaux sociaux sur les questions de féminité, de sexualité. Enfin, ça fait partie un peu de ces nouvelles féministes. Allez voir la dernière émission, allez écouter la dernière émission de Chant des Sirènes. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, elle disait que, je pense à ça parce qu'elle parlait justement beaucoup d'Instagram. Et de à quel point c'était compliqué et qu'elle s'en prenait quand même plein la tronche entre YouTube, Instagram, etc. Mais que à la fois, ce qui était très paradoxal, c'est qu'elle s'en prenait plein la tête sur plein de réseaux. Mais c'est aussi ce qui faisait qu'elle intervenait auprès. Alors d'un seul coup, ça m'échappe, mais elle expliquait qu'elle était intervenue auprès peut-être d'un établissement scolaire, enfin d'une grande école, je ne sais plus, justement sur la question du harcèlement lié aux réseaux sociaux, etc. Et c'était super intéressant, donc j'espère qu'on pourra revoir cette intervention Génération YouTube en ligne. Je sais pas. Voilà. Mais c'était très connecté avec notre émission de ce soir, en tout cas. Mais j'ai fait exprès. Et enfin, j'ai une autre news. C'est la dernière pour moi d'ailleurs. On ne pouvait pas passer à côté et vous l'aurez sûrement vu passer. Une femme a déposé un recours contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ingérence dans la vie privée et atteinte à l'intégrité physique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce recours ? Eh bien, en 2019, la Cour de Versailles avait sanctionné cette femme, alors âgée de 66 ans. Quand on dit sanctionner, les juges ont prononcé un divorce à ses torts exclusifs. Pourquoi ? Eh bien parce que cette personne refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari et donc n'a pas honoré son devoir conjugal entre très gros guillemets.
Juste pour info, l'arrêté du 5 septembre 1990 abolit le devoir conjugal. Aujourd'hui, cette femme retourne vers la justice et dépose un recours soutenu par la Fondation des femmes et le collectif féministe contre le viol, 2 associations qui pointent la justice française du doigt, car non seulement Versailles a donné raison au mari via cet argument, mais en plus, le jugement a ensuite été validé par la Cour de cassation. L'obligation d'obéissance de l'épouse envers l'époux a été abolie en 1938. Depuis 2006, le fait que le viol soit commis dans le cadre conjugal est en outre considéré comme une circonstance aggravante. Dans un communiqué de presse, le collectif féministe contre le viol et la Fondation des femmes rappellent que la liberté sexuelle implique la liberté d'avoir des relations sexuelles entre adultes consentants, mais aussi celle de ne pas en avoir. L'enjeu est grave puisque les collectifs rappellent les chiffres. 47% des viols et tentatives de viol, qui sont au nombre de 95 000 par an en moyenne, sont commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Le communiqué de presse se termine sur cette phrase: « Le mariage n'est pas et ne doit pas être une servitude sexuelle ». Conclusion, la décision de Versailles relève donc uniquement d'une interprétation archaïque des articles du Code civil. Maître Tiphaine, je crois que Tiphaine. vous avez tout dit. Voilà. Mais comment en 2021 C'est possible. c'est possible? J'avais vu l'information, mais enfin, ça m'a paru ubuesque. Ouais, complètement. Comment c'est possible en Bah, moi, 2021 Ce que je me demande, C'est pas, au niveau des textes, c'est juste irrecevable en fait, la décision C'est qui a été prise. Ah, puis la loi est irrecevable, claire. mais, Enfin, du ah oui. coup, mais la question, c'est est-ce qu'il y avait un contrat de mariage? Parce qu'en fait, si c'était des choses inscrites dans un contrat de mariage, est-ce que là, la loi va pas jouer, tu vois? Et ça, c'est dit nulle part. Dans aucun article, ça n'a été cité. Donc, du coup, sachant que si cette personne a 66 ans, si elle s'est mariée il y a 55 ans, dans le les contrat règles, de mariage, voilà. c'était. bah, c'est des choses qui pouvaient être possibles. J'espère Ok. qu'elle s'est pas mariée. Dans un 25 contrat de ans. mariage, on met ce genre de choses. J'ai signé un contrat de mariage. Moi, j'espère qu'il n'y avait pas Tu ça. l'as pas lu tu l'as pas lu, quoi, comme. Bah, Non, mais- c'est le notaire meilleur ami de mon mari qui l'a fait. Alors, Salut à toi. Relis-le quand tu vas rentrer chez toi ce Ouais, soir, tu vas voir. ok. Non, mais ça pouvait être Non, mais potentiellement c'est incroyable. parce que c'est pareil quand en fait, dans les anciens contrats de mariage, on te demandait aussi de faire un bilan de santé et on te demandait aussi bien avant si t'étais toujours vierge aussi avant le mariage. Donc, est-ce que c'était pas des choses Mais qui était existait inscrite, à l'époque. Oui, peut-être que c'est là-dessus que ça a été reçu ça. en fait. Moi, j'aimerais uniquement. avoir les détails. Enfin, même si en 2021, c'est irrecevable, mais et en 2019, du coup, à l'époque Oui, où c'est 2019, sorti, ouais. cette affaire, mais Mais on va suivre ça de près. carrément. On tiendra au courant, les auditrices, auditeurs. On se fait une petite pause musicale. Ah oui, après Oh, tout oui. ça. Un truc bien énervé après tout ça parce que moi ça m'énerve. Un Ouais. petit truc blues. Alors j'étais Ah, ok. un peu vexée parce que c'est un artiste que je me mets sous le coude depuis quelques temps qui s'appelle dis donc, tu te- Vicious Steel. Et en fait, là, tout à l'heure, je regarde pour chercher des infos et je vois que ce jeune homme a fait un live vidéo en direct du Magic Mirror vendredi dernier. Mais non, Mais incroyable. on nous dit rien. J'étais là, mais voilà, on nous dit rien, on nous cache tout, c'est incroyable. Et du coup, Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp, goût kérosène, cultive son post-down home blues en duo, trio, solo, peu importe. La musique est au carrefour de la chanson, du blues ancien et du rock and roll. Sur scène, Vicious Steel dégage une énergie folle dans une atmosphère saturée et endiablée. Les Blue Notes suent, la voix est presque possédée, accompagnée toujours d'une pointe d'humour et de bestioles empaillées. Un trash blues de luxe à l'iconographie sauvage. C'est un petit gars que j'avais suivi pendant le confinement, qui avait des très bonnes idées. Il voulait construire un pick-up. Il avait fait un crowdfunding à l'époque pour retaper un pick-up et aller faire des concerts dans plusieurs villes avec son pick-up où il pouvait jouer en autonomie avec juste une prise électrique et encore je pense qu'il avait tout dans son petit camion et voilà il pouvait jouer sur son pick-up derrière vu que c'est un peu un one-man band. Une scène nomade. C'est un monsieur de quel coin? Je crois qu'il est vers Nantes. c'est un Nantes, Français. Ok. ouais, Nantes Angers, ouais, mais c'est un Français tout à fait. Et bref, on écoute le morceau You'll Be Mine. You're so sweet, you're so fine. How I wish you were mine. Honey, I'll be your love. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. You're so nice. You're so true. I'm so glad I love you.
mine. You'll be mine. You'll be mine. Hey, Cletus! Tell me, pretty baby, is you gonna try? If you say it, baby, hang on, baby, till the day I die. It's so true. I love you. I don't care what you do, honey. I'll be your love. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. You'll be. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes. On vient de s'écouter un petit Vicious Steel avec You'll Be Mine. Et on commence voilà, à discuter ce soir. On parle d'éducation non genrée, voilà, d'éducation non sexiste. Comment faire pour évoluer, quoi, pour avoir une éducation avec nos enfants qui est plus sereine et positive. Pour moi, l'éducation non genrée, c'est la clé de l'égalité homme-femme. Clairement. On est d'accord. Clairement. Comme le disait un monsieur qui s'appelait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse donner pour changer le monde. Et je crois vraiment et sincèrement qu'il avait tout à fait raison. Il n'a pas dit que des conneries, cet homme, hein, quand même. Et voilà. Bon. Alors, et si celle-ci pouvait être à la base d'une société plus égalitaire, dans laquelle les hommes et les femmes se sentiraient libres de sortir des cases, d'être qui ils veulent et de faire ce qu'ils souhaitent. C'est ce que tente de proposer justement l'éducation non genrée, une nouvelle façon d'élever nos enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Alors, une étude qui est parue en janvier 2020 dans la revue scientifique Sex World a démontré que dès l'âge de 4 ans déjà, les enfants ont tendance à associer le pouvoir et la domination à la masculinité. Un constat alarmant lorsqu'on connaît l'impact de ces stéréotypes sur leur construction identitaire. En effet, l'enfance est le début de la mise en place des systèmes de référence ancrés sur lesquels on va se reposer toute sa vie en fait, quoi. Donc les stéréotypes de genre auxquels l'enfant est confronté dès son plus jeune âge ont des conséquences voilà, énormes, et ça réduit en fait le champ des possibles et ça perpétue les inégalités hommes-femmes, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Donc je cite Pila Intika et Elisa Rigoulet qui ont écrit un livre qui s'appelle Garçon, filles, même éducation, enfin plutôt c'est filles, garçons, même éducation, qui disent c'est dommage de cantonner quand même les petites filles à un rôle demandant sagesse, calme et politesse, et les petits garçons à la motricité, l'ambition et la force. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que l'éducation non sexiste et comment l'appliquer ? Alors que nous soyons conscients ou non, les stéréotypes filles-garçons sont omniprésents dans nos vies. Ils opèrent très tôt dès l'enfance. L'éducation non sexiste permet justement de lutter contre ces préjugés et ces stéréotypes de genre qui sont fondés sur des idées préconçues que l'on attribue à un groupe de personnes en fonction de leur sexe. C'est tout l'environnement social, famille, école, loisirs, jouets, médias, qui participe à la reproduction de ces stéréotypes. Donc l'éducation non sexiste, ça vise à donner aux filles et aux garçons d'égales occasions de choix et de développement dans la lignée de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et du coup, c'est Margaret Marwani, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS, qui dit « Il n'y a pas de pente, je tourne ma page, il n'y a pas de pente naturelle à l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, ça se pense, ça se travaille, ça se construit. Et ce, dès le plus jeune âge. » L'objectif, c'est donc de donner les mêmes chances à tous et de trouver sa voie, quel que soit son genre. Ouais, t'as déjà un peu dit la conclusion là. Voilà, non mais les bases. Allez, bonne soirée. Les bases. Non mais on sent qu'il y a eu de la recherche. Ouais. Les bases sont posées. Maintenant, je voudrais, moi, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, donc pour moi, ça m'a tout de suite, quand j'ai su que c'était un garçon,
je me suis tout de suite dit, mais moi je veux que ce soit un garçon féministe, comment je vais faire et tout ça. D'ailleurs, je vous conseillerais aussi un livre. Je me souviens très bien, tu as tout de suite lu un livre d'Aurélia Blanc qui s'appelle Tu seras un homme féministe, mon fils. Voilà. Et voilà, donc bon bref, on en reparlera, on postera tout ça sur Facebook. Mais du coup, on a Justine qui est avec nous, qui est maîtresse des écoles, enfin professeure des écoles. Et toi, Justine, donc t'es confrontée à des enfants en bas âge. Alors, je suis surtout en maternelle et cycle 2. Donc, cycle 2, c'est CP, CE1. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, déjà, tu constates des différences entre les garçons et les filles ? Est-ce que les stéréotypes sont déjà là dans la cour de récré, dans la classe, leurs réactions ? Est-ce qu'il y a les trucs des filles, les trucs des garçons ? Est-ce que ça se mélange ? Alors clairement, pour moi, dès la maternelle, dès la première année de maternelle, on voit le clivage fille-garçon qui est, je dirais, presque imposé à la maison. On va voir les petites filles arriver avec les petits tutus à paillettes, les t-shirts licornes, etc. Et puis les garçons avec les chaussons pas de patrouille, habillés en bleu. Et puis les personnages, ils sont forts. Et puis ça va être que des choses comme ça. Donc le clivage dès 3 ans, en fait, on le retrouve à l'école, oui. Et du coup, est-ce que vous, en tant que professeur des écoles, est-ce que l'éducation nationale, vous dépendez peut-être pas de l'éducation nationale ou du directeur ici, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour ça ou pas du tout en fait ? Alors on essaye quand même de plus en plus, on est un peu formé à ça à la fac, où on a des cours justement sur garçons, filles, qu'est-ce qu'on propose, comment on peut faire pour éviter que le petit garçon soit rejeté du coin poupée en maternelle, ou la petite fille rejetée du coin garage, pareil, toujours en maternelle. Donc on nous donne des pistes à la fac, donc je pense que là la nouvelle génération d'enseignants qui arrivent depuis 5, 6, 7 ans auront des armes un petit peu seront un peu mieux armés. Alors un peu, parce que c'est un cours sur 2 ans de formation, donc ça reste très light. C'est quand même une question d'envie personnelle aussi, de valeur personnelle que peut avoir un enseignant, enfin un professeur des écoles, c'est d'avoir cette envie d'aborder cette question-là, c'est ça. Je pense que ça demande quand même. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer quand on est professeur des écoles. Il y a beaucoup de problématiques, il y a aussi certainement beaucoup de choses un peu imposées par les cycles, par le programme, etc. Que du coup, ça rajoute encore plus une couche d'attention, j'ai envie de dire. Mais comme sur beaucoup de sujets, on a le même problème avec le handicap à l'école, par exemple, qui est très peu abordé dans nos formations et où on arrive, on nous met dans les classes et en gros, débrouillez-vous. Ouais, le handicap. Donc, et puis les enfants qui ont des difficultés d'attention, des choses comme ça. Il faut qu'on apprenne à gérer sur le tas, en fait. Donc l'éducation non genrée, c'est encore une fois un peu au bon vouloir. On nous pousse un peu vers ça. Mais après, une fois en classe, c'est au bon vouloir de l'enseignant. Et justement, est-ce qu'on vous donne un petit peu, tu disais c'est une formation, c'est un point qui est abordé dans la formation qui est très faible. C'est ça. Mais est-ce que qu'est-ce qu'on vous dit, vers quoi on vous guide pour réussir justement à faire sauter un peu certains stéréotypes ? On nous demande par exemple d'expliquer aux petites filles que le petit garçon qui vient jouer, il peut jouer au coin cuisine, au coin poupée, sans se cantonner au rôle du papa qui reste assis sur sa chaise avec le bébé sur les genoux et qui attend que la petite fille prépare le biberon ou le petit déjeuner. Donc ça aussi au niveau du matériel, on va nous dire pourquoi pas les porte-bébés, pourquoi pas les choses comme ça où les petits garçons vont être amenés à utiliser toutes ces choses-là, ou à l'inverse au coin Lego, au coin garage. Pour les filles, expliquer aux petits garçons que c'est pas parce que c'est une fille qu'elle ne peut pas jouer avec ces jouets-là. Et est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils se mélangent justement les garçons et les filles à cet âge-là déjà ? Est-ce qu'il y a des filles qui disent moi je vais aller jouer au foot, ou des garçons qui disent je vais aller jouer à l'élastique ou à la marelle ? Alors en maternelle un petit peu. Après, on observe quand même qu'arrivé en grande section CP, CE1, la petite fille qui va venir en récréation vouloir jouer au foot avec clairement les 3/4 des garçons de la classe qui sont en train de jouer au foot. Au premier abord, on a la petite fille qui revient nous voir, mais maîtresse, ils veulent pas que je joue au foot avec eux.
Voilà, on a quelques filles qui essayent et qui se font jeter la plupart du temps. Après, une fois qu'on en discute en classe et que on explique aux petits garçons que la petite fille est tout aussi capable qu'eux. Ouais, voilà, vous faites un peu de médiation aussi, justement, Voilà, dans ces c'est cas-là, ça. en expliquant, tu as le droit de jouer à la poupée avec les C'est ça. filles. Mais du coup, c'est déjà ancré en eux à cet âge-là, en fait, Voilà. que les garçons vont pas forcément aller naturellement, en fait, jouer à la poupée. Et Alors, déjà, les ils ont le garçons, jugement, en fait, clairement, des autres, en fait, dans la classe. Parce Clairement, c'est fini. Les garçons, autant les petites filles ont encore cette possibilité-là assez tard dans l'âge d'aller vouloir jouer avec des, entre grosses guillemets, jeux de garçons. Ouais. Certaines filles vont le faire. Même si elles se font jeter, elles vont réessayer, elles vont venir nous demander de l'aide pour les intégrer au groupe de garçons en train de jouer. Par contre, clairement, les petits garçons n'iront pas et ne demandent pas. Et même si, est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui aimeraient, enfin, tu vois, qui peuvent montrer des petits signes, style j'aimerais bien y aller, mais en fait, non, je me dis non, je vais pas y aller parce que je vais me faire traiter par mes autres copains ou autres. Est-ce qu'il y a ce truc-là déjà ou c'est pas du tout conscient Je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Après, il y a plus ce côté où, en effet, quand une petite fille va vouloir jouer à des jeux de garçons, entre guillemets, elle va se faire jeter par les garçons, mais pas moquer par ses copines. Oui. À l'inverse, les garçons, si un petit garçon veut aller jouer avec les filles à l'élastique, à la corde à sauter, au cerceau ou autre, il va pas forcément se faire jeter par les filles. Par contre, il va se faire moquer par les copains. Ok. Et déjà à cet âge-là, il y a des moqueries. Déjà à des 7-8 ans, je dirais même encore plus jeune sur certains, pour certains enfants. Ouais. La question du collectif, du regard du collectif, elle est là. Je pense que les 2 premières années... Elle pèse très lourd dès le départ. Ouais, dès la première année, il y a encore quelque chose d'un petit peu d'insouciant, de nouveau. Le regard de l'autre, le collectif, c'est pas si important. Puis très très rapidement, c'est aussi ce qui fait qu'au bout de, comme tu disais tout à l'heure, au bout de quelques années, à la fin la maternelle, le début de l'école primaire, les garçons, les filles sont vachement plus ancrés dans leur genre. Dans leur Voilà. genre, ouais. Parce que avec au bout de 2-3 années de collectif, plus certainement aussi une éducation imposée par la maison, la famille, les médias ou je ne sais quoi, forcément en 2-3 ans, hop, c'est vite ancré, c'est terminé et puis allez, bonsoir, c'est parti pour la vie, quoi. Ouais, ça devient naturel en fait. Donc quand on dit que l'éducation c'est la clé, c'est vraiment la clé. Ouais, parce que on retrouve aussi par exemple le problème là que j'ai actuellement avec certains de mes CE1, c'est que un petit garçon par exemple qui va se bagarrer ou qui se prend des coups par d'autres camarades de classe, et qu'on le voit pas forcément parce qu'on est 1 ou 2 pour surveiller une centaine d'élèves, on peut pas tout voir. Et quand on a des retours, généralement, c'est j'en ai parlé à papa et à maman à la maison et papa m'a dit de rendre les coups. Ah. Alors que généralement, quand c'est une petite fille qui se fait taper, on a les parents à la barrière de l'école qui demandent à venir nous voir pour nous en parler. Alors que le petit garçon, on a moins vite les parents. Qui vont venir l'assister. Voilà, on lui dit juste, tu rends les coups et point. Alors que la petite fille, on va lui dire, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors que la petite fille, on va lui dire, soit t'en parles à la maîtresse, ou alors si c'est pas t'en parles à la maîtresse, ça va être, t'inquiète pas, je vais aller voir la maîtresse pour en parler avec elle. Ouais, déjà ça. C'est pas la même réaction des parents. Les petites filles peuvent pas se défendre ou dire non en fait tu me parles pas comme ça ou tu dis pas ça avec leurs mots d'enfant bien sûr mais. Donc ce qu'il y a c'est que même si avec la meilleure volonté du monde si les enseignants enfin les professeurs des écoles essayent d'apporter quelque chose, une ouverture différente pour montrer que c'est possible, déjà ça repose sur une personne, ce qui est quand même hyper compliqué. Enfin, on peut pas demander ça à tous les enseignants, c'est assez complexe. Ouais. Après, on a aussi l'inverse. On a aussi des enseignants qui, pour qui ces sujets-là sont moins importants que d'autres sujets qu'on doit aborder tout au long de l'année. Et des parents qui essayent de faire l'effort de rétablir un peu l'équilibre aussi. On a les deux côtés. Après, je pense que ça dépend aussi du lieu où on enseigne. Bien sûr, ça dépend de la ville, du quartier, du contexte. Ça, c'est et évident. même de l'école, parce qu'on peut voir moi j'enseigne principalement à Coqueriville, je fais plusieurs écoles à Coqueriville, et même d'une école à l'autre dans un même quartier, on sent que c'est pas la même mentalité au niveau de ces discussions-là.
Non, puis clairement, enfin, l'éducation, enfin, on peut pas reposer tout sur l'école. Enfin, c'est aussi essentiellement les parents. Non, mais c'est ça. Non, mais clairement, quoi. Et même en ayant la meilleure volonté du monde, en fait, même en étant les plus féministes possibles, en étant les plus ouverts possibles, les plus inclusifs possibles, les plus pour la diversité possible, en fait, tu peux pas tout bien faire et tout bien dire. Non, puis c'est compliqué de lutter alors que la société nous renvoie aussi des stéréotypes. J'ai regardé un petit peu les chiffres, des choses un peu scientifiques parce que pour moi, il y avait la question des hormones, on te ramène toujours à ça, la question des hormones, la question, mais est-ce qu'on est vraiment prédestiné en tant que fille, en tant que garçon, neuronalement parlant ? Et en fait, forcément, t'as beaucoup d'études, mais qui sont à chaque fois très orientées. Alors, est-ce que celle que j'ai trouvée, elle était plus orientée qu'une autre ? Je ne sais pas, mais elle me semblait quand même assez juste. C'est que 10% des connexions neuronales sont faites à la naissance et que du coup, les 90% restantes se créent par la suite en fonction de l'histoire personnelle, des expériences et de l'apprentissage. Donc, il y a un vrai travail qui commence, mais dès les premiers mois, quoi, les premières années, les premiers instants à la maison, dans la répartition des rôles à la maison, même aussi dans l'entourage, parce que des fois, il y a des parents qui essaient vraiment de montrer un modèle exemplaire de parité, d'égalité. Puis il suffit derrière une nounou. Non, mais c'est clair. Mais moi, je me souviens rien qu'à la maternité, donc il venait de naître, quoi. Il avait même pas une journée, quoi. Et une dame me dit il pleure, il aura du caractère. Je me dis, mais. Alors qu'une fille, ils auraient dit elle pleure, elle va être casse-pied. Elle va faire son cinéma, celle-là. Alors que les deux ont juste faim. Ouais, non, ou mal au ventre. Dormir. Voilà, ou mal au ventre. Non, mais voilà, l'interprétation des pleurs, chez l'enfant, un petit garçon qui tombe du vélo, on va lui dire mais pleurniche pas comme une petite fille, alors qu'une fille, on va la consoler, etc. Alors qu'elle a peut-être pas forcément besoin de se faire consoler. Ou le petit garçon a peut-être besoin de se faire consoler pour remonter après en vélo en sécurité. Donc c'est tout ça aussi. Et je pense que voilà, on est nous aussi, pas endoctrinés, mais on vit ça, depuis des générations. Donc c'est des acquis en fait. Tu dis des générations, mais ce côté de tomber à vélo, moi ça m'a fait penser à ma propre éducation, parce que c'est pareil, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas hyper bien placée pour parler de tout ça, mais moi pendant longtemps j'ai voulu faire de la boxe et on m'a dit non, parce que ça va t'abîmer le visage, tu peux te casser le nez, et bien sûr en tant que fille faut pas que tu t'abîmes en fait. C'est ça, souvent on dit aux garçons t'es fort, et puis aux petites filles t'es belle, et du coup c'est des injonctions à tu dois être fort et tu dois être belle, et du coup là direct en même temps c'est posé, quoi. Je tiens à dire que du coup on peut faire un peu les deux, parce que moi hors confinement je fais de la pole dance, donc le truc bien féminin, donc. Et je fais également de la boxe. Donc le truc qui est censé être bien masculin. Donc on peut cumuler tout, il n'y a pas de genre, quel que soit le sport. Je ne dis pas du tout le contraire, mais effectivement tu es une adulte responsable et tu assumes ça. Oui, tout à fait. Tu t'épanouis dans ça, et c'est exactement ce qu'on revendique, quoi. Mais c'est vrai que pour les enfants, même nous inconsciemment, il y a plein de choses, même sexualiser les enfants. Je lisais par exemple un petit garçon on va au parc, il y a une petite fille qui vient jouer avec lui, tout de suite la réflexion des parents ça va être c'est ton amoureuse. C'est vrai. Et en fait non, c'est juste une petite fille qui joue avec toi, et du coup ça c'est pareil, je pense que c'est une injonction à dire en fait toutes les femmes sont soit des mères, soit des potentielles amoureuses. Des fois c'est juste une espèce de vieille habitude, une espèce de vieux truc qui est là. C'est justement ça qu'il faut combattre, en fait. S'interroger sur ça. Nous voilà, on est éclairés, on est habitués à ces questions-là, on est militants et tout. Moi je l'ai dit, tu vois. Bien sûr, mais nous les premières, des fois on va faire des trucs comme ça, tu vas dire oh là, ce que je viens de dire c'est quand même pas super. Alors forcément, moi je me dis élever un enfant c'est un enfer, parce que le moindre truc que tu dises c'est vraiment question. C'est un enfer. Tu fais mal, de toute façon quoi que tu fasses tu feras toujours mal. Donc je crois que la règle d'or chez les parents c'est on fait ce qu'on peut. Exactement. Et on fait ce qu'on peut, c'est sûr quand même. Je vous propose une petite pause musicale. On va écouter un groupe de punk garage parisien, Maribel, qui est composé quand même de 3 filles et un garçon, qui va sortir son second album qui s'appelle Bellatrix
Boadicea. Désolé les filles. Ils ne font pas des cadeaux, les groupes. Non, en Ouais. plus c'est des copines, donc j'espère qu'elles écouteront pas. Donc bref, ça va sortir courant avril chez le label Destructure. On peut les commander aussi en précommande, on vous enverra le lien aussi. Donc voici un extrait qui s'appelle Rapist Behind the Scene, un morceau au sujet fort, celui des violences sexuelles dans la scène musicale, mais aussi de la complaisance, de l'impunité, de l'omerta qui existe malheureusement autour de ce problème. Donc Marie-Belle, voilà, met d'emblée la barre bien haut, question ramonage de conduit, violence, noise, déflagration punk et réminiscence grunge. On écoute du coup Rapist Behind the Scene. Voilà, ça c'était une petite spéciale dédicace. Vous êtes toujours dans le son des sirènes, on écoutait Marie-Belle. Et on continue du coup sur notre exploration de l'éducation non genrée, non sexiste. Et on vous propose quelques pistes, hein. On n'a pas la science infuse, on est encore en train de découvrir tout ça. Du coup, Caro, toi, t'avais noté quelques petites choses pour une éducation un peu non sexiste avec les enfants. Ouais, alors après, je suis assez mal placée, hein, toujours pareil, hein, de parler d'éducation, mais au regard de toutes les émissions qu'on a pu mener, de tous les sujets qu'on a pu aborder, de ce qu'on vient de dire encore tout à l'heure, je pense que ce qui importe, enfin, une des pistes, ce serait la question du choix. Le choix, montrer qu'il y a des choix, en fait, qui sont ni stéréotypés ni contre-stéréotypés, parce que parfois quand on va être un petit peu féministe et qu'on a envie d'élever son enfant de façon féministe, on va peut-être aussi aller vers des choses un petit peu contre-stéréotypées, tout à fait, qui sont pas forcément très productives, qui sont pas très productives non plus. C'est juste un peu d'étendre les choses, quoi, on souffle. Oui, il porte une barrette, c'est très bien, mais on n'est pas obligé de dire « Ah, c'est bien, tu portes une barrette, dis donc, c'est joli pour un garçon », parce qu'on est content en tant que féministe qu'un petit garçon, il porte une barrette. Bah oui, c'est super, mais juste ne pas le notifier, en fait, ça rend la chose normale. Comme t'as beau être féministe, et ton gamin, il adore les pistolets, et le bleu, et le foot. Bah ouais, en même temps... Tu pleurais. Voilà. Mais du moment, je trouve, où tu as montré les différentes possibilités, et tu as montré l'égalité entre les femmes et les hommes, et tu as montré aussi, il y a plein de films, de livres, de dessins animés, finalement, qui peuvent être aussi un peu non genrés, et tu as fait des choix sans forcément les exprimer, en disant non, c'est pas je te mets du rose, je te mets du rose parce que t'es un garçon, parce que je veux pas que tu sois un gros macho. C'est peut-être un peu à l'extrême. Après, tu peux lui mettre du rose, mais sans le dire. Et du coup, je trouvais que la question du choix et ne pas aller dans le contre-stéréotype aussi, c'est... clairement. Et pas aller dans le stéréotype non plus, du coup, forcément. Mais pour moi, la question du choix, elle est vraiment primordiale.
Pour l'enfant, du coup, de pouvoir proposer différents jeux, que ce soit un garçon ou une fille, de proposer tout et voilà, et à une chaque fois palette de jeux. sans forcément dire mais si c'est bien pour un garçon de faire le ménage, mais de toute façon tous les gamins en dessous de 3 ans ils ont envie de faire des jeux ils font du mimétisme, donc ils font le ménage, voilà, ils vont reproduire ce qu'ils voient à la maison, donc il n'y a pas besoin d'appuyer et d'avoir la question de jugement aussi, de dire c'est bien, c'est mal. Comme ça, ils font le ménage à notre place, après, c'est nickel. Mais ça, ça dure pas longtemps. C'est toujours très bien fait, mais ça dure et pas pour longtemps, pour le coup, dans les écoles, ça, on le voit bien que, alors en petite section, à 3 ans, petits garçons comme petites filles vont imiter papa ou maman à égalité. Alors qu'un peu plus vieux, les petits garçons vont imiter papa, les petites filles vont imiter maman. Quand Exactement. à la maison, on le voit, quand il n'y a pas de parité homme-femme dans les rôles du quotidien, on le retrouve beaucoup chez les enfants. Ouais. Et ça me fait penser du coup ce que tu disais, Caro, au livre justement Tu seras un homme féministe, mon fils, où elle cite un exemple, du coup une femme féministe qui pour sa petite fille lui achetait des petites voitures, lui proposait des jouets habituellement réservé aux garçons, et elle était dégoûtée parce que sa petite fille voulait jouer aux poupées, voulait du rose, voulait s'habiller en princesse, et du coup elle était là, non mais je peux pas aller contre ce qu'elle aime. Et du moment où elle a eu le choix en fait, où on lui a montré ce qui était c'est l'essentiel. Après forcément si toutes les copines derrière elles aiment les poupées, le rose et tout, elle va vouloir faire comme les autres, mais je pense que dès le moment où on a eu dès tout jeune âge, on a eu cette fenêtre d'ouverture, ça marque forcément quelque part. C'est ça. Donc après, conseil numéro 1. Non, je veux dire, parce que je voulais rebondir sur les histoires de princesses, elles deviennent de plus en plus badass aussi, les princesses. Donc au final, ça va, il y a rebelle, réponse. Exactement. C'est quand même des... ça maintenant, tend à changer. Il y a des représentations dans les livres pour enfants et qui sont plus que des garçons ou des beaux princes charmants qui vont sauver la pauvre princesse. Elles ont plus besoin de prince maintenant, quoi. C'est juste, on en a pas besoin. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça fait peut-être 10 ans que, tu vois, il y a eu Mulan ou des choses comme ça. Je sais pas, je suis vieille moi maintenant, mais... Mulan, c'était encore très genré, mais La Reine des Neiges, ça a été un petit début. Rebelle, c'était pas mal. Non, mais après, ça change, de toute façon, ça change en tout point. Heureusement. Après, on n'a pas encore quand même la princesse qui vient sauver le prince. Hein. Ouais. J'attends... Peut-être on va l'écrire. La princesse qui aime une autre princesse. Aussi. Enfin voilà, donc conseil numéro... C'était prévu, ça, normalement. C'était prévu ? Ouais, mais c'est... je te laisse parler. Donc voilà, conseil numéro 1, c'est de... les jouets, c'est l'amusement, c'est comme ça aussi qu'on fait découvrir aux enfants, qu'on les fait s'épanouir. Donc ne pas forcer son petit garçon à jouer aux voitures, lui proposer aussi une poussette, un bébé, imiter maman qui fait le ménage ou papa qui fait la vaisselle, etc. Et leur proposer des jeux non genrés justement, pour que eux choisissent ce qu'ils aiment vraiment. Exactement. Deuxième conseil ? Moi toujours, Capello, pardon, non, je te regarde comme ça. Mais... Non, mais après, moi, j'ai relevé quand même quelques... Bon, toi, tu dois bien connaître des livres ou des films ou des petites choses que j'avais trouvées assez sympas dans les livres pour les enfants. Le Zizi des mots, je trouvais que c'était un livre assez chouette qui... dénonce un peu c'est pour les enfants, je crois, à partir de 8-9 ans, qui dénonce le sexisme un peu dans le langage du quotidien. Parce que l'auteur avait remarqué que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms d'objets. Et voilà, c'est un petit livre qui est assez chouette. Tu seras un homme féministe, il est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Et dans le même registre, il y a Filles, garçons, même éducation, justement de Phila Intika et Elisa Rigoulet. Et après, en fait, c'est vrai que moi, dès que j'offre des livres ou des magazines ou quoi, à chaque fois, je fais là, oh là là, mon Dieu, c'est pas du tout MeToo. Mais il y a des choses, les Moumines, par exemple, ça reste assez asexué. Bon, alors les Poppy, tous les gamins sont fans. C'est vrai que c'est pas très, très égalité, mais... Il doit y avoir les Max et Lily aussi, qui évoquent un peu tous les sujets... on va dire pas grave mais sérieux de la vie d'un enfant et qui les rend accessibles aussi, il me semble. Ouais, après Max et Lily, il me semble qu'il y a pas mal de violences éducatives ordinaires dedans. D'accord. C'est oui, en effet, ils abordent des sujets importants, mais il y a pas mal de VEO dedans. VEO, violences éducatives ordinaires. Okay. Ah ouais. Ouais, il y a plein de choses comme ça, de qu'est-ce que j'aimerais ordinaires.
Petit ours Même, brun même. aussi. Ouais, petit ours moi, j'ai brun, arrêté Ah bah, ça. c'est très cliché. J'ai arrêté Ouais. parce que entre le papa dans le canapé qui attend que Ouais. maman fasse la cuisine et pas mal de violences éducatives ordinaires aussi dedans. Enfin, le petit ours brun, je l'ai banni de mes Ouais. classes, moi. Non, mais même nous, on est beaucoup dans Petit Loup, etc. Donc, c'est Petit Loup, c'est sa vie et tout ça. C'est quand même très aussi hétéronormé, c'est très cliché. Ton amoureuse, c'est la petite fille, là, voilà. Bon, même si le papa et la maman, tu vois, ils cuisinent, ils montrent, voilà, au niveau des tâches ménagères, c'est assez réparti, etc. Mais bon, ça reste encore, voilà. Ah, tu seras un homme féministe, mon fils. Pourquoi il sera forcément un homme? C'est pareil, hein. Tu Oui. seras féministe, mon fils, tout Non, simplement. mais je pense que c'était pour... Oui. Mon enfant, même. Oui, voilà. C'était pour Ouais. la phrase choc, Exactement. je pense. Mais donc voilà, deuxième conseil, c'est tout ce qui est tâches ménagères, vie de famille, montrer l'exemple en fait, parce que comme on dit depuis tout à l'heure, les enfants sont dans le mimétisme. Donc si c'est papa qui fait tout le temps à manger, ce sera comme ça pour lui, quoi. En fait, si c'est maman qui change les couches tout le temps, qui fait prendre le bain, ce sera voilà, la maman, c'est elle qui fait prendre le bain, qui prend soin du corps, etc. Et le papa qui bricole, Et qui gronde, répare, C'est ça. et qui gronde. C'est les parents, en fait, qui instaurent la norme. Ouais, mais après, je crois que quand t'es parent, il n'y a pas vraiment de dictionnaire ou de... Maintenant, mais tu fais comme tu es. Non, tu non, fais, non, tout à fait. Voilà, et je pense que même en devenant parent, en fait, on est confronté à des questionnements auxquels on n'avait même pas pensé en devenant parent, quoi. Bah, c'est pour ça que ce bouquin que tu avais lu, tu Ouais. verras un enfant féministe, mon enfant, on va le renommer. Ouais. Il est vraiment bien parce qu'il décomplexe aussi et c'est l'enfer d'être parent, quoi. Ouais. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Ah non, mais vraiment, moi je suis admirative des gens qui sont parents parce que je trouve que c'est un tel poids que c'est Ouais, c'est clair. C'est clair. c'est que quelque choix que tu fasses, ça aura un impact et j'ai pas envie de dégoûter Non, les non, 3 mais- personnes qui nous écoutent qui auraient envie d'être parents à un moment, mais je trouve ça hyper valeureux, mais C'est un rôle compliqué. Oui, et en plus, à- je crois à qu'on assumer. s'en rend pas compte quand on le fait. clairement. tant mieux, Bon, heureusement. Dans l'action, non. Mais après, t'as quand même 9 mois où tu dis, oh, quand même. Et heureusement que je pose pas la question parce que sinon ce serait Bah ouais, l'enfer, tu mais le ferais peut-être pas non plus. Ouais. Mais ce qui Parce que est- c'est vrai que c'est une responsabilité de tous les jours, quoi, de se dire oh, je vais chialer, merde. Non, mais voilà, quoi, montrer l'exemple, effectivement. montrer l'ouverture, montrer le fait qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles, dire et à travers des livres, à travers des films, à travers le dialogue aussi, vraiment marteler. Et je pense que même si des fois, en tant que parent, d'avoir l'impression de pisser dans un violon, surtout quand les gamins grandissent, Ouais. à un moment en fait, ça. Mais en fait, tout marque. ça marque. Tout marque Ça et compte. c'est la répétition qui fait que ça va s'ancrer, même si l'enfant va pas forcément aller tout de suite vers ce que le parent ou l'enseignant va dire. À force de le répéter, ça marque quand même Ouais. et ça lui donne des billes pour pouvoir faire ses propres choix plus tard. Complètement. Exactement. Et c'est tout à fait, là je voulais dire que justement en éduquant nos enfants loin du sexisme, on leur laisse la liberté de trouver leur propre voie et de faire ce qu'ils aiment au plus profond d'eux-mêmes. Et ça c'est un cadeau qu'on leur fait et qui les suivra tout au long de leur vie, quoi, clairement. Et s'ils ont envie d'être des gros sexistes, et ok. Mais au moins ils auront eu la. Ah bah il y aura de l'animation, repas Mais de famille. voilà. C'est ça. Il repassera pour ses étraits, non? Non, mais au moins voilà, ils ont eu le choix, quoi. C'est ça, Le choix. carrément. Leur tourne quand même. Oui. On n'était pas. Ouais, je mais voilà. voulais quand même parler, j'en parle je crois à chaque fois, mais parce que ce documentaire m'a vraiment bouleversée et de Ah oui. redire, de regarder, mais ce documentaire il devrait être obligatoire à regarder dans toutes les écoles, dans toutes les familles, pour ouvrir ne serait-ce un petit peu que le dialogue, que d'ouvrir un petit peu les esprits. Vraiment c'est un documentaire d'utilité publique et il est sur Netflix depuis très peu. Un documentaire qui s'appelle Petite fille. Je n'ai pas noté le nom du réalisateur, de la réalisatrice, je ne me souviens plus. Je pourrais pas te dire, mais il est vraiment formidable. Ce Mais documentaire. un documentaire qui parle juste d'un constat, qui parle d'une histoire d'une famille, d'une Petite fille. d'un garçon, Oui, d'un voilà, petit garçon, pardon. d'un enfant Mais qui est elle né est tellement, d'un enfant qui est né garçon. J'ai failli dire l'inverse. Ouais. Une petite fille. C'est une petite fille, mais c'est un enfant qui est né garçon et qui se sent fille et qui est fille. Et très tôt. Très tôt, ouais, exactement. 3-4 ans, je crois que déjà elle commençait. Et ça vient justement sur tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la question, la construction neuronale des hormones. Les hormones, elles se développent à l'adolescence, à la puberté. Donc cet enfant n'est pas du tout dans les considérations d'hormones. Donc c'est pas les hormones qui la guident. C'est vraiment une envie profonde. C'est tellement naïf. En fait, le documentaire est très bien réalisé parce que le témoignage est très naïf. Il y a pas de
Il n'y a pas de point de vue qui est imposé. Qu'on soit pro ou anti, on y trouve ce qu'on veut. Mais en fait, ce documentaire, il montre vraiment ce qui se passe dans la tête de la gamine, dans la tête des parents. Ouais, la bienveillance aussi de la famille, quoi. Ouais. Et puis, moi, alors que tu sens que c'est des parents qui ont un peu pris le truc sur le coin de la tronche. Ah, bah, carrément. Qui n'étaient pas forcément des espèces de bobos islamo-gauchistes, cultureux, etc., ouverts, et qui ont infligé ça, qui ont rentré ça dans le crâne de leur fille. Non, ils voyaient juste qu'elle était pas bien. Et voilà, et en fait, à force de dialogue, bref, petite fille, documentaire sur Netflix, obligatoire. De Sébastien Lifshitz. C'est Ah, bah, c'est un documentaire brésilien, je crois. Ouais. C'est hyper puissant, c'est hyper fort. C'est beau, voilà. c'est très beau. Voilà. Et plein d'amour. Ouais, plein d'amour. C'est un sujet qui est difficile. Moi, j'ai chialé, mais j'ai chialé pareil. à la fois tristesse et de quelque chose de positif, d'amour. Et puis c'est aussi le combat de la maman la famille, et de la famille. Enfin, tu vois, elle a des petits frères et une grande sœur qui la soutiennent, qui sont là parce que pour eux c'est normal. Bah en fait non, elle est fou, en fait. Elle est plus heureuse comme ça. Nous, c'est super. On a une petite sœur. Ça décomplexe la question. Et aussi la confrontation avec l'école où la direction est parce que du coup voilà, elle veut changer de prénom, elle veut arriver en fille comme elle se sent bien en fait. Et là c'est tout un pataquès. Et puis c'est là où tu te rends compte que c'est une question de personne. C'est une question de personne qui porte un projet éducatif dans une école. Ah bah clairement quoi. C'est une question de personne, de maîtresse, de maître que tu vas voir en face. C'est ça. Mais ça c'est pareil, on a parlé des jeux et tout, mais pourquoi les garçons ils peuvent pas porter de jupe? Bah oui. Bah complètement, mais même tu vois un petit garçon qui veut mettre du rose, elle en parle justement dans le livre, c'est tout de suite sa babysitteuse, elle lui dit ah non mais moi si vous lui mettez des baskets roses, je ne l'emmène pas. Il y a ça, il y a le maquillage parce que en fait c'est pas parce qu'un mec veut se maquiller déjà qu'il est gay ou qu'il est queer ou ce que tu veux en fait, et c'est très français aussi puisque finalement quand on regarde que ce soit au Canada notamment ou encore j'allais en parler en Suède où en Suède en fait non genrée déjà en fait, les mecs, ils portent des jupes, ils se maquillent, ils se vernissent les ongles, et en fait, c'est normal, c'est juste normal, tout le monde s'en fout, tu fais ce que tu veux de ton corps. Bah oui. Et là, aujourd'hui, directement, c'est encore une fois le poids du regard des autres et l'effet de puis les groupe. réflexions, puis l'intolérance en fait des gens, quoi. Tu vois, c'est. Mais tu cites d'autres pays, mais c'est parce que la question, elle est pas abordée que sur la question de l'éducation, c'est global. La société. De toute façon, à chaque émission, on en revient un peu là, c'est-à-dire que le paradigme va changer, non pas en traitant une question, c'est en traitant toutes les questions en même temps. Et on fait chier avec nos questions, avec nos trucs à chaque fois, mais oui, ça passe par l'éducation, ça passe par la représentation dans le milieu artistique, ça passe par. Et si, par exemple, on se disait qu'on s'appelait tous il, et qu'il n'y avait plus de elle, par exemple, donc on s'appelait tous elle, mais là on va un peu trop loin, mais. Ouais, là c'est trop. C'est trop novateur. On est d'accord. Mais juste tous il. T'imagines comment ça bougerait les choses? Oui. Ouais. Alors donc on me fait signe dans l'oreillette qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Mais avant tout ça, je voulais quand même vous dire que il y a quand même Occupation Le Havre. Donc le volcan est occupé depuis 15 jours. Bah oui, je peux pas m'en empêcher. Pour revendiquer une convergence des luttes, la réouverture des lieux, même si la crise sanitaire actuelle est très compliquée pour tout le monde, des lieux culturels. En soutien à toutes les professions qui sont impactées par cette crise, en soutien aussi aux étudiants. En ce moment, c'est la galère pour tout le monde. Ça fait 1 an qu'on y est, mais on est de tout cœur avec toutes et tous. Toutes et tous, ouais, c'est ça. Toutes. Mais j'y arrive pas toutes. Je préfère dire tous et toutes parce que tous. Aussi en passant demain, il y a un documentaire qui est visible via Facebook du Tetris, qui s'appelle Là, ça chauffe, sur le réchauffement climatique, plus particulièrement en Normandie, avec des intervenants auxquels vous pourrez poser des questions. Ça commence à partir de 18h30, donc par la projection du documentaire, et puis après un échange avec les intervenants qui seront là. Voilà. Quelqu'une a quelque chose à rajouter? Ben non, ce sera tout. Okay. Non, je crois qu'on n'a pas donné de solution, mais en tout cas, posons-nous des questions. On a donné des pistes. Posons-nous des questions.
C'est ça. J'emmerde le patriarcat. Voilà. Voilà, bon, on va finir avec un petit morceau d'un groupe qui s'appelle No Terror in the Bang. In the Bang, pardon, No Terror in the Bang, qui est un groupe de métal cinématographique né à Rouen en mars 2019. Voilà, il a été créé par divers musiciens. Alexis Damien, je te fais un petit bisou parce que c'est mon ancien batteur. Sophia Bertoluzzi à la voix composition. Et puis voilà, Étienne Cochin, Brice Bouchard, Clément Bénard, bah du coup je les cite tous. Romain Greff, voilà. Il tisse un univers clair-obscur entre fragilité et fureur. Le nom du groupe rappelle une citation d'Alfred Hitchcock évoquant le calme avant la tempête et la tension de ses films. Donc il disait "There is no terror in the bang, only the anticipation of it." Je le fais bien. Ouais. En effet, donc la chanson de No Terror in the Bang alterne entre rêve et cauchemar, turbulence et frénésie. Leur premier album Éclosion sortira le 5 mars, est sorti le 5 mars 2021 sur MNO Music, distribué par Season of the Mist. Bref, on écoute Another Kind of Violence. Bonne soirée tout le monde. Et Bisous, merci Cana. d'être invité. Would I be referred? Losing all control, become somewhere else, other world. But there is gonna be suffering, I'm afraid. Yeah, this is gonna destroy me again. I get up many times, but how many times will I fall before it's the last? And I can no longer stop it all. How could I ever leave believing there before? Face the missing without dropping to paranoia. Do I really wanna leave my dear in depravity until